le monde. Bon, mais c'est avec toujours beaucoup de plaisir qu'on se retrouve. À Oloron, pour une fois, ça fait peut-être pas trop loin pour tous les gens qui arrivent des vallées, j'en vois pas mal ici. Bon, pour une fois, on est un peu favorisé. Quand on doit faire des kilomètres, c'est pas toujours marrant. Alors, on va se retrouver ce soir après la grosse chaleur de la semaine dernière. Bon, mais on va se mettre un peu au frais. On va parler de l'eau. L'eau, avec un titre un peu qui fait peur, quoi. Donc on se disait peut-être qu'avec un titre pareil, ça va mobiliser beaucoup de monde, surtout avec la grosse chaleur qu'on a eu la semaine dernière. Mais bon, apparemment, ça n'interpelle peut-être pas encore trop de monde. Enfin, il y a un petit public sympathique comme tout, donc on aura l'occasion après de débattre, de pouvoir poser des questions plus facilement que quand on est trop nombreux. Alors, rétablir l'eau en situation d'urgence, c'est un titre bien porté, comme on dit. Et on a la chance, après, il faut le dire, que dans la famille, on a ce cousin ici, qui s'appelle Antoine, et on a, donc on va dire encore notre cousin, mais bon, on est très heureux de l'accueillir. Ça tombe comme ça, hein. Et comme il a fait toute sa carrière dans l'eau, la recherche de l'eau, dépanner les gens, œuvrer pour le bien, toujours. Donc en famille, quand on avait des réunions de famille, on écoutait toujours ces témoignages avec beaucoup d'attention. Et je lui ai dit un jour, il faudra que tu viennes à l'avocat. Alors voilà, c'est chose de fait, donc il a pris beaucoup sur son temps parce qu'il n'habite pas ici. Et en plus, il a un grand mérite, c'est qu'il vient soigner sa maman, s'occuper de sa maman, à tour de rôle avec les autres frères et sœurs. Donc à ce moment, c'est sa période à lui. Et sa maman, elle a 102 ans. Donc c'est pas évident de s'occuper et de laisser sa maman. 101, oh, j'aime bien le choix. En fait, c'est pas mal, 101 ans. Elle est sur les 102 ans quand même. Donc il a pris un peu de son temps pour venir nous rejoindre. Et moi je l'en remercie beaucoup, parce que c'est quand même important de quitter ce qu'il avait à faire et puis trouver une solution de rechange, tout à fait, pour venir s'occuper de nous et témoigner de tout ce qu'il va nous raconter. Alors, sans perdre de temps, je vais lui passer la parole. Vous verrez, il est bavard, mais on peut l'interrompre sans problème aussi, parce que bon... Pardon? Non, moi je suis pas bavard, pas comme lui. Et on va passer, je pense, un bon moment quand même, avec par moment de l'émotion, je pense. Allez, merci Antoine. Merci Simon pour cette introduction. Donc, comme tu me le proposes, je vais commencer par me présenter. Donc, Antoine Lecuona, avec un pied côté Béarn et un pied côté Pays Basque, de par mon nom, comme vous le voyez. Et j'ai, durant ma carrière, parcouru, même si j'étais à Pau, j'ai parcouru beaucoup de pays. Et ça pour à la fois les Nations Unies, le ministère de la Coopération, et pendant plus de 20 ans, pour la Lyonnaise des Eaux, que vous devez peut-être connaître, dépendant du groupe Suez. Mais je dois vous confesser, c'est que j'avais une double vie. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, j'étais un cadre officiel d'une compagnie importante des eaux, mais j'ai toujours eu un engagement associatif dans des ONG importantes, telles que Médecins sans frontières, telles que l'Action contre la faim. Et ça veut dire qu'au cours de cette carrière, j'ai toujours pris du temps, soit sur mes vacances, soit en période sabbatique, pour mettre à disposition d'autres populations ce qui était ma formation, ce qui était mon activité principale, que je donnais, mais avec beaucoup de plaisir bien sûr, de l'eau dans des villes et villages de France, mais je me disais aussi que dans des endroits du monde, il y avait aussi des besoins importants, et ça me permettait un peu d'être sur les deux rives en même temps. Alors, je vais commencer, si vous voulez bien, par vous annoncer quelques généralités concernant l'eau, généralités que très souvent on ignore ou que même on ne veut pas trop connaître parce que c'est souvent dérangeant. Quelle est la disponibilité de l'eau sur la Terre? L'eau sur la Terre, avec les océans et autres, est à 97,5% salée, donc qui ne peut pas nous bénéficier. Il n'y a qu'une partie de 2,5% qui est douce. Mais cette partie de 2,5% qui est douce, soit parce qu'elle est dans des glaciers sous forme solide et autres, n'est pas accessible. La partie que l'on pourrait avoir sur les 100% de l'eau, ça n'est en réalité que moins d'1%. Je mets 1% pour arrondir, mais en réalité c'est 0,28%. Donc imaginez déjà un peu ce que ça représente sur le monde, la quantité d'eau et celle pour laquelle on peut en bénéficier. Et ça, je pense que tout
au cours de cette soirée, je voudrais qu'une réflexion se fasse auprès de vous. Je pense que si vous êtes ici ce soir, si vous avez déjà une certaine conscience, mais cette conscience, il faut la partager, hein, autant qu'on doit partager l'eau, le peu qu'il y a tout au moins. Alors, c'est écrit en tout petit, mais bon, on est dans un milieu qui va peut-être le savoir. Sachez que de ce moins de 1% d'eau qu'il y a sur la Terre, 70% est consacré aujourd'hui à l'agriculture. Hein, et donc, ça veut dire que la partie eau potable, hein, fait partie que des 30% du 1% total. Aujourd'hui, c'est suffisant. Demain, on ne sait pas. L'accès, alors maintenant, je prends une orientation un petit peu différente. C'est quel est l'accès de cette eau dont je vais vous parler, quel est l'accès par rapport à la population. La population, sachez qu'il y a 3 personnes sur 10 qui n'ont pas accès à l'eau. C'est-à-dire qu'un tiers du monde n'a pas accès, comme nous pouvons l'avoir, à de l'eau potable, de l'eau sûre. 3 personnes sur 10, ça ne dit pas grand-chose, mais quand on vous parle à milliards, ça cogne un peu plus fort. Vous voyez ? Ça veut dire qu'il y a 2 milliards, un peu plus de 2 milliards d'êtres humains sur la Terre qui n'ont pas accès à l'eau potable. Avec tout ce que ça va entraîner de maladies hydriques et de morts. Je vous le dis de manière un peu plus concrète en dessous ici, c'est que chaque année, hein, de par les statistiques relevées par l'OMS, par l'ONU, etc., hein, il y a 1 million, un peu plus d'1,5 million d'enfants qui décèdent en dessous de 5 ans, qui décèdent du fait de maladies hydriques. Hein, chose qui chez nous, bon, ça ne se produit jamais. Lorsqu'il y a une diarrhée, on va chez le médecin. Là-bas, c'est souvent beaucoup plus difficile. Et en plus, l'eau étant pas de qualité suffisante, ça provoque ces maladies hydriques de manière beaucoup plus récurrente. Autre chose aussi, peut-être pour vous donner, alors j'essaie de vous donner des chiffres qui impactent un peu pour que, peut-être en ressortant d'ici, vous ayez eu quelques éléments, quelques jalons qui vous montrent un peu comment est-ce qu'on est favorisé par rapport à d'autres endroits. Une école sur 4 dans le monde n'a pas d'eau potable, souvent pas d'eau du tout. C'est-à-dire que les enfants, il n'est même pas question d'aller se laver les mains, ils n'ont bien sûr pas de toilette non plus, une école sur 4 dans le monde. Maintenant, la même chose, mais pour l'assainissement. On va dire, l'assainissement c'est quoi? C'est les toilettes, c'est, bon, en pays en difficulté, ça peut être des latrines. Là, la situation est bien plus grave, c'est que là, carrément, c'est les 2 tiers qui n'ont pas accès à ce service aussi essentiel et basique pour la vie. Ça représente, sur la Terre, 4,5 milliards de personnes. Et l'autre chiffre, si vous devez en retenir un, c'est que au niveau mondial, 80% des eaux usées générées par l'être humain ne sont pas traitées et s'en vont directement dans la nature, dans l'environnement, que ce soit des rivières, que ce soit des fleuves ou autres, ou dans la terre même. D'accord ? Et la moitié de ce 4,5 milliards, ce sont dans des pays, disons, en plus grande difficulté encore. L'Inde en est un exemple. C'est carrément, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en anglais open defecation, ou la défécation à l'air libre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas des embryons de latrine ou quoi que ce soit. C'est carrément, chaque fois, souvent, les gens doivent sortir du village, les femmes en particulier, avec tout ce que ça entraîne comme difficulté, sortir du village et aller, disons, faire dans la nature, dans les environs. Et ça, hein, ça représente un peu plus de 2 milliards de personnes qui en sont dans cette situation-là. Une fois qu'on a vu un peu ces difficultés, je voudrais mettre un focus maintenant sur quels sont les besoins essentiels pour survivre par rapport à, disons, aux besoins physiologiques. La survie, pour une personne, indépendamment, si en plus c'est aggravant, si on est dans le Sahel avec beaucoup de chaleur et autres, mais on va dire qu'en moyenne, il faut entre 2,5 litres et 3 litres par jour pour uniquement survivre, du point de vue hydratation. Il en faut entre 2 et 6 pour avoir un minimum d'hygiène en plus. Et il en faut 3 et 6 litres encore supplémentaires pour cuire ces aliments et se nourrir. Ce qui veut dire que si on fait le total de tout ça, on arrive à un minimum par jour qui se situe entre 7,5 et 15 litres pour qu'un être humain ait une vie mais minimalement décente. D'accord ? Maintenant, je vais vous faire un parallèle avec ce que nous avons besoin et avec ce que nous utilisons. Et là, vous allez voir, ici, bon, les États-Unis, c'est un euphémisme, mais par pudeur pour eux peut-être, ce tableau
a été consolidé en disant 250 et plus. Sachez que les États-Unis, ça frôle les 500 litres jour. D'accord? Souvenez-vous. Alors, et tout à fait, alors, au bas du tableau, nous on est ici, alors, dans ce tableau, il était marqué 130 à 160. J'ai pris la peine de regarder des statistiques un peu plus récentes. Et la dernière statistique, la moyenne de toute la France récente, hein, c'est 143 litres par jour et par personne qui sont consommés. Et on voit au bas du tableau ici, hein, dans l'Afrique subsaharienne ou dans certains pays d'Amérique latine, et bien là, on se retrouve avec de 10 à 20 litres. Et on voit bien que ces 10 à 20 litres en situation de toute l'année, ça correspond à ce qu'il faut juste pour survivre ici. Alors, maintenant, je rentre un peu dans le domaine qui est le mien. Lorsque je vous disais au début que j'essaie d'aller dans pas mal de pays du monde lorsqu'il y a des cataclysmes ou des problèmes pour apporter de l'eau, dans ce cas-là, hein, la norme que nous fixe l'OMS, c'est d'essayer d'alimenter les personnes entre de 10 à 20 litres, lorsque c'est possible, par jour. Et c'est là où je fais un parallèle, et je voudrais que ça vous impacte aussi, c'est que, sachez, l'avantage est ce que nous avons d'ouvrir un robinet et que l'eau coule, ça ne coûte pratiquement rien à faire, ou appuyer sur une chasse d'eau et qu'on évacue le problème dans tous les sens du terme. Ça, c'est un privilège qu'on a, nous, pays occidentaux, qui avons depuis longtemps, disons, axé des efforts sur ça, mais dont ne bénéficie pas une immense majorité d'êtres humains sur la planète. Alors, à partir de maintenant, je vais me permettre de juste vous citer certaines de mes expériences au fil des années. Et là, si vous avez des questions, ça peut devenir, disons, de manière beaucoup plus interactive, un échange entre nous. N'hésitez pas à me couper. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, que je vous les expose, ou si certaines photos vous interpellent, n'hésitez pas, plutôt que de revenir après, ou alors on aura oublié, ou alors on ne pourra pas le faire. Donc, je vais commencer par les éléments que je vais vous présenter ici. Même si j'ai fait au cours de ces 20 à 25 années d'organisation internationale beaucoup plus d'autres missions, j'en ai choisi que certaines qui étaient un peu emblématiques ou qui ont eu un certain retentissement mondial. La première, je pense que la plupart d'entre vous se souviennent, c'était le tsunami en 2004. Hein, donc ça, c'est en Indonésie. Et sachez que ce tsunami a provoqué la mort d'à peu près 230 000 personnes uniquement en Indonésie. Donc, l'association à laquelle j'appartiens, dans ce cas-là, c'était Aquassistance. Donc, comme je vous disais, j'étais aussi avec Action contre la faim, Aquassistance, et en collaboration avec Solidarité Internationale, hein, nous avons été sollicités pour partir dans les jours qui ont suivi ce tsunami. Et on est allé sur Banda Aceh, hein, sur l'île de Java en Indonésie, et ça avec la plupart du temps l'aide du gouvernement français, tout au moins des armées. Pour ceux qui sont un peu connaisseurs, c'est un transat de l'armée française ici, et ça c'est un hélicoptère de l'armée de terre. Alors étrangement, j'ai découvert à cette occasion-là que l'armée de terre avait des hélicoptères, donc l'armée de terre vole aussi. Et donc, ce qui permet d'acheminer de manière très rapide et sur les lieux de sinistre des unités, et ça, ces unités-là, ce sont des unités qu'une association à laquelle j'appartiens, qui s'appelle Aquassistance, a mis au point depuis les années 94, qui est extrêmement basique, extrêmement rustique, et si parmi vous, il y a des personnes un peu plus techniques et qui souhaitent avoir des informations un peu plus pointues, c'est avec plaisir que je vais vous les donner tout à l'heure, hein, si vous le souhaitez, en vous disant comment est-ce que ça marche, et pourquoi est-ce que ce genre d'unités sont déployées dans le monde entier. C'est parce qu'elles n'ont aucune électronique, elles supportent le froid autant que le chaud, et elles peuvent être transférées à des populations locales en très peu de temps. On peut les former, ils peuvent après les gérer tout seuls. On n'est pas indispensable pour continuer à les faire tourner. Donc là, je vais quand même un peu continuer. Donc une fois que ces unités ont été portées par des avions, bon, elles ont été amenées jusqu'à la capitale par des avions gros porteurs depuis la France. Hein. Et puis après, c'est sur place qu'il y a eu des lauréats de rotation avec des avions, des transats de l'armée de l'air française. Et une fois qu'on est arrivé sur place, hein, porté par hélico, là, on a loué des camions localement, c'est-à-dire que là, ça se passe très simplement. On va au marché, des camions qui n'ont pas été détruits par le cataclysme ou par le cyclone et autres, et on les loue aux chauffeurs, et avec du personnel ou des personnes locales qui nous aident, eh bien, on se déploie sur le lieu où on doit intervenir.
Alors, ça se fait dans tous les pays d'intervention, souvent. Bon, il y a un cataclysme, mais souvent, il y a un arrière-fond de soucis d'autres types. Et vous voyez que très souvent, on est, pour notre bien ou pas, hein, soi-disant sous protection. Souvent, la protection, c'est plutôt une surveillance qu'une protection. Mais bon, ça fait partie des conditions sine qua non avec lesquelles on peut avoir accès aux populations. Et comme notre charte et notre déontologie fait qu'on ne doit pas juger d'un côté ou de l'autre, dans ce cas-là, on se conforte à ça parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir accès aux populations. Et si pour ça, on doit être protégé ou, disons, surveillé par des personnes de l'armée nationale, quelles que soient les raisons, on va l'accepter parce que le plus important, c'est de rétablir une situation sanitaire dans les plus brefs délais. Donc, encore une fois, je vous montre... Pardon, je crois qu'il y a une question. Je vous montre les unités. Alors là, c'est des unités qui sont extrêmement simples et rustiques, je le disais, parce qu'elles sont basées sur des filtres à sable, des filtres de piscine. Ce sont des filtres comme on peut avoir dans n'importe quelle piscine de villa ici en France, ce qu'on peut trouver d'ailleurs dans presque tous les pays du monde. C'est extrêmement rustique, extrêmement simple, et donc ça permet de filtrer l'eau, et par un système après de chloration, hein, ça c'est une pompe qui injecte du chlore dans la canalisation, ça permet d'avoir de l'eau saine. Alors le temps nécessaire pour monter une de ces unités de traitement, à 2 personnes, c'est moins d'une journée. À une dizaine, une douzaine d'heures, hein, à 2 personnes, on arrive à mettre en œuvre une de ces unités. Pendant qu'on fait le montage de l'unité, comme vous avez vu dans les diapos précédentes, ce qu'on demande à la population locale, parce que le maître mot pour nous, c'est qu'il y ait une participation, c'est-à-dire qu'il y a des bénéficiaires, mais ces bénéficiaires ne doivent pas rester passifs. Et pour ça, on demande, lorsque la topographie des lieux ne le permet pas, on demande aux personnes de construire ce qu'on pourrait appeler un tertre, c'est-à-dire de surélever le niveau du sol, de manière à ce que lorsqu'on va mettre notre bâche d'eau traitée, elle soit à une hauteur suffisante pour qu'on puisse tout simplement remplir des bidons, remplir des seaux, remplir des arrosoirs, remplir tous les éléments qui vont permettre aux populations de ramener cette eau chez eux. Et dans certains cas, ce que l'on a fait aussi, c'est que l'on a rétabli des systèmes qui existaient déjà et on a fait des rampes de distribution sur des puits qui existaient, puis que l'on a nettoyé, que l'on a désinfecté et que l'on a remis en état. Parce qu'il faut savoir que la vague, vous avez dû en entendre parler, faisait plus de 8 mètres et dans bien des endroits et tous les villages qu'on a pu visiter, les puits avaient été comblés par de la terre et par tout un tas de détritus. Et la puissance de la vague a été telle qu'une margelle, c'est-à-dire que la partie bétonnée qui a hors sol du puits, qui est souvent, imaginez, qui est à peu près de 1 mètre de haut, la vague l'avait carrément sectionné à la base, et ça faisait que toutes les saletés sont rentrées. Donc ça a été aussi une des opérations que nous avons faites, en plus d'amener des unités de traitement, comme vous avez pu voir, c'est qu'on a nettoyé ces puits, on les a désinfectés, et ça a permis aussi de redonner beaucoup d'eau dans beaucoup des villages où nous étions intervenus. Alors, là je vais vous montrer un peu, alors parfois c'est un peu dérangeant ce que je vais vous dire, parce que je ne voudrais surtout pas que la conclusion que vous tiriez de ce que je vais vous dire, c'est qu'il ne faut plus donner, il ne faut plus participer lorsqu'il y a des demandes internationales, mais il faut le faire peut-être un peu différemment, il faut un peu réfléchir. Ce que je vous montre là, c'est, sur une des îles, c'est l'aide internationale, la voici, débarquer de bateaux, ça c'est un bateau américain, etc., débarquer en vrac, et avec un coût important, c'est-à-dire que vous voyez ici au premier plan des vêtements, vous voyez des céréales ou d'autres choses de ce type, ici aussi un peu de carburant et tout le danger que ça représente. Bon, ça c'était en 2004. Depuis, on a beaucoup réfléchi, on s'est dit que pour une plus grande efficacité, surtout quand un pays est à genoux, le mieux qu'on puisse faire, c'est essayer de faire remonter son économie, parce que c'est possible. Et lorsqu'il y a une région d'un pays qui est affectée, mais qu'il y a d'autres régions de ce pays qui ne sont pas affectées, qui ont encore des biens de première nécessité, il est beaucoup plus intelligent de payer, d'acheter, et comme ça, on relève l'économie de ce pays-là, et on a un circuit beaucoup plus court et beaucoup moins contraignant que d'envoyer par avion, par bateau, par hélicoptère, tout un tas d'éléments. Ce que je vous dis, il y a quand même un bémol, et je prêche pour ma paroisse, c'est évident que dans ces cas-là, souvent les unités de traitement d'eau
dont disposent les associations avec lesquelles je travaille ne sont pas sur place. Et c'est là on peut imaginer qu'il est quand même utile, ne serait-ce que utile pour éviter ça. Ça, par exemple, ce sont des envois de bouteilles qui sont venus certainement de l'autre partie du monde, de l'hémisphère différent, pour arriver ici. Et ce qu'on ne voit peut-être pas suffisamment bien, c'est que beaucoup d'entre elles sont éclatées. Donc ce qu'est en train de faire ce père de famille avec ses enfants, c'est qu'il est en train de ramasser, il est en train de ramasser des bouteilles à moitié fissurées ou qui ont le bouchon qui est un peu cassé, et il est en train de remplir ce jerrycan. Mais ça va provoquer quoi? Ça va générer quoi? Imaginez un peu lorsque toutes ces bouteilles auront été vidées, qu'est-ce qui va rester par terre? Voilà. Donc on va laisser toute notre pollution sur place, voulant soi-disant aider des populations qui déjà, de par le fait, avant que nous arrivions, bien évidemment, il y avait déjà les plastiques, etc. Mais c'est pas la peine d'en rajouter. Alors que, et c'est pour ça que nous on prêche pour essayer deux axes. Le premier, essayons d'acheter local, et de deux, plutôt que d'envoyer des bouteilles, envoyons des unités de traitement simples, qu'on puisse transférer rapidement aux populations, et ça permettra que justement on évite ce genre de pollution. Alors là, je vais vous parler juste un instant et très rapidement de morts, juste pour que... Alors ça, c'est un exemple. Comme je vous racontais au début, il y a eu 230 000 morts. Quand vous intervenez en tant qu'humanitaire, il faut être prêt à être confronté à ça. Et ça veut dire que pendant tout le temps que j'y suis resté une vingtaine de jours, la mort était omniprésente. Donc il y avait, chaque fois qu'il y avait des excavations dans des endroits, les personnes, les familles ou autres, mettaient les corps des décédés en bord de route, et en fin de journée, il y avait un camion de voirie, normaux, comme il y aurait chez nous, qui les ramassait, qui allait donc les disposer. Et si je parle de mort, c'est parce que je veux vous parler aussi de vie. Ça, par exemple, ce sont des personnes qui, une semaine même pas après le tsunami, sont déjà en train de reconstruire leur maison. Vous voyez que ce monsieur, il est en train de redresser les clous, rouillés, il les redresse, et avec ça déjà, il va reconstruire sa propre maison. Et cette dame, à qui j'ai eu l'occasion de parler, telle que vous la voyez, fière, le visage sec, il n'y a pas de larmes, cette femme-là, lors du tsunami, elle a perdu son mari et ses 4 enfants. Et là, elle est sur le toit de sa maison, elle l'a reconstruit parce que cette dame, c'est une commerçante, et ce qu'elle m'a expliqué, ça ne sert à rien de regarder derrière, il faut regarder devant, je reconstruis mon magasin, et c'est ça qui va me permettre de survivre. Et je crois que là, alors c'est vrai que nous, vous pouvez comprendre, humanitaire, on va sur place, on va là-bas, on va soi-disant apporter des choses, mais je vous assure qu'on en ramène au moins autant que ce qu'on y porte. Et dans le même domaine, pour terminer, c'est que là, le commerce repart. Et c'est une caractéristique que vous verrez aussi dans un deuxième pays où je suis intervenu, c'est que très vite, et immédiatement après, presque, disons, les gens, la manière de s'en sortir, c'est qu'ils reconstruisent et la vie par le petit commerce reprend. Là, c'est des vendeurs de cigarettes, des vendeurs de bonbons, etc. Là, maintenant, je vais vous transporter, disons, un peu loin de là, c'est en Haïti, c'est lors du tremblement de terre de 2010. Alors, c'est un tremblement de terre, les chiffres de morts sont à peu près équivalents. 220 000 personnes sont décédées. Alors, un tremblement de terre de magnitude très importante, puisqu'il est passé presque 6 sur l'échelle de Richter, mais qui ne justifiait absolument pas qu'il y ait 220 000 morts. Pourquoi il y a eu autant de morts? Il y a eu autant de morts parce que le système de construction en Haïti, bien évidemment, n'est absolument pas parasismique, mais surtout pour des raisons soit de pauvreté des personnes lorsqu'elles construisaient leur propre maison, soit de corruption lorsqu'il s'agissait de bâtiments officiels. Eh bien, les proportions de ciment qu'il y avait dans le béton étaient tellement nulles que, disons, à l'ongle, moi j'ai fait l'expérience, dans certains cas, à l'ongle, on arrivait un peu à pratiquement travailler le béton. Donc, je vais vous décrire un peu l'opération maintenant. Notre association Aquassistance, mais avec Action contre la faim également, généralement partent, parce que nous faisons partie de ce qu'on appelle la cellule de crise du Quai d'Orsay, donc dépendant du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Ce sont eux qui généralement affrètent ce genre de gros porteurs et qui mettent à disposition des associations une certaine quote-part de volume. Il faut savoir que nous, ONG, on n'aurait jamais les moyens de pouvoir transporter notre matériel et nos unités de traitement s'il n'y avait pas cette aide du gouvernement français. Sachez qu'un avion de ce type, à l'époque déjà, ça coûte
le transport, déjà l'affrètement de cet appareil-là, ça coûte entre 400 à 500 000 euros, un demi-million d'euros. D'accord? Donc, nous, on a bénéficié donc, de volume. Toutes les palettes que vous voyez, c'est celles que nous, on a conditionnées. Moi, je suis monté à Paris à ce moment-là, on a une base logistique. Et pendant toute une nuit, on a préparé tout ce qui devait être envoyé là-bas. Et là, cette mission, comme vous le voyez écrit sur le côté, là, c'est une mission que j'ai faite avec l'Action contre la faim. Et là, c'est un gros porteur qui peut porter plus de 150 tonnes comme ça, et avec un niveau de chargement impressionnant. C'est sur des palettes avec des roulettes comme vous les voyez ici. Et ça, en 2 heures, vous chargez l'avion, quoi, et ça part. Alors, ironie un peu, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais ça, c'est la bienvenue que j'ai reçue lorsque je suis arrivé en Haïti. C'est donc la situation que nous avons trouvée, avec les destructions massives que vous voyez. Et je vous parlais tout à l'heure de l'environnement de la mort. Là, c'est un exemple, malheureusement, qui représente un peu la partie olfactive de la situation. Un pays très chaud, avec des milliers et des milliers de personnes enterrées sous les décombres et qu'on ne pouvait pas retirer. C'était pestilentiel, c'était vraiment insupportable. Et donc, cette diapo-là, je vous la présente pour dire quoi? C'est que les ONG, lorsqu'on arrive sur place, il faut se coordonner. C'est pas parfait, ça progresse à chaque catastrophe, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment je dois dire, on progresse, on essaie de se coordonner un petit peu, et donc sachez que tous les matins, à 6 h du matin, dans un théâtre d'opération, ce que l'on fait, c'est que l'on fait un briefing. Là, c'est sous l'égide de l'UNICEF, cette personne-là, que vous voyez, de l'UNICEF, les personnes qui sont là, et aussi de la Compagnie nationale des eaux d'Haïti, qui s'appelle la DINEPA, la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, parce qu'il faut aussi comprendre que nous, en tant que blancs, en tant qu'occidentaux, en tant que sachants, soi-disant, on ne peut pas s'imposer ou on ne doit pas s'imposer. Trop souvent, on le fait et c'est une erreur. Je pense qu'il faut associer le mieux que l'on peut les instances locales, les organisations locales qui, souvent, peuvent nous apprendre des choses sur un mode d'organisation et ne serait-ce que sur les habitudes culturelles d'une population. Et si on ne fait pas ça, on se trompe tellement que parfois nos efforts sont contre-productifs et parfois dans certains cas même nocifs. Alors là, on revient un peu, bon, c'est une vue un peu sur les installations. Je répète que si après vous avez des questions techniques, posez-me-les, je vous y répondrai. Le filtre à sable dont je vous ai parlé, qui lui voyage assez facilement, d'autant plus que tout le sable qu'il contient, c'est dans des sacs à part, bien sûr, parce qu'il ne pourrait pas être transporté comme ça. Donc on l'installe, et je répète qu'en une douzaine d'heures, à 2 personnes, on arrive à l'installer. Ici, c'est un microfiltre, on le verra tout à l'heure dans une autre diapo, avec des disques à l'intérieur. Et lui, c'est Jovenel, c'est l'instituteur de l'école. Alors, généralement, on essaie de trouver un endroit qui soit un peu protégé de l'extérieur, ne serait-ce que pour qu'on puisse travailler sans avoir une partie importante de population sur nous. Et l'endroit que l'on choisit souvent, ce sont des écoles lorsqu'elles sont préservées. Et donc, on fait toute l'installation à l'intérieur, et dès le premier jour, on essaie d'identifier 1, 2 ou 3 personnes qui sont de la ville, et si possible du lieu même. Là, en l'occurrence, c'est un instituteur que nous formons, et que pendant que l'on fait le premier montage, ils sont avec nous. Et comme le montage est très simple, et si on a un peu de finesse pour arriver à choisir des bons interlocuteurs, ça veut dire qu'à l'issue du montage, dès la première journée, les personnes ont très bien compris comment marche l'unité, et après, s'il faut la laisser, eh bien, ils pourront la faire tourner. Et encore une fois, l'histoire se répète, je suis désolé, je ne veux pas être larmoyant ni rien, mais cette personne-là, Jovenel, là, lui, il a perdu aussi sa femme et ses 5 enfants. Et cette personne-là, il était avec nous, il y avait une niaque vraiment infernale, un peu pour oublier certainement, mais ça n'empêche que cette personne-là a fait tourner l'unité. Alors, une unité de ce type, normalement, dans les catastrophes, elles sont destinées, c'est de l'eau d'urgence. Parce qu'il y a un groupe électronique, il y a une motopompe qui marche avec de l'essence, et ça, c'est un coût qui serait, disons, pas supportable, normalement, pour la quantité d'eau qui est fournie. Et malheureusement, comme les autorités haïtiennes sur ce cas-là ont été assez longues à rétablir les systèmes traditionnels, les réseaux d'eau dans les villes, eh bien, ces unités qui normalement sont destinées à ne fonctionner que 3 semaines, 1 mois et demi maximum, elles ont fonctionné 1 an et demi. Et 1 an et demi, parce qu'il y avait des ONG, dont ACF, qui ont continué à fournir du carburant, mais aussi parce qu'il y avait
des personnes locales très impliquées qui ont continué à faire tourner les unités. Alors ce qu'on a fait après, bien évidemment, on a mis en place un système de salaire minimal pour les personnes, parce qu'on a beau vouloir aider son pays ou sa population, si on n'a pas de salaire ou si on n'a pas d'argent, lorsque l'école est fermée et qu'on n'a plus de travail, on ne peut pas continuer à le faire. D'accord? Donc là, une fois qu'on produit l'eau, on la met, le même principe que je vous avais déjà expliqué, on surélève et on distribue, et à ce moment-là, hein, vous le voyez, donc ça c'est la deuxième personne qu'on a formée avec nous. Là, c'est le microfiltre qui est à l'intérieur, ce sont des disques, c'est un peu comme des CD, si vous voulez, qui sont les uns contre les autres, et ils ont des rainures, et l'eau passe au travers, ça fait une préfiltration avant d'arriver sur le filtre à sable. Alors là, c'est une vue plus générale de notre endroit, parce que lors de notre mission en Haïti, on a installé 5 unités de ce type, et sur des endroits différents, sur toute la côte, mais on a installé 5 différentes. Lorsque, à un endroit donné, l'eau est turbide, c'est-à-dire qu'elle a une couleur un peu foncée, elle a de la terre en suspension, on est obligé de faire ce qu'on appelle une coagulation-décantation. Et dans ce cas-là, l'eau brute, on l'amène dans une citerne. Hein. Alors c'est comme les piscines pour enfants que vous avez dans votre jardin, ce qu'on appelle ça un système moulin, parce qu'il est plus fermé en haut qu'en bas, et quand on le remplit, il est auto-stabilisé, il se tient. Et donc, on en a en général 2 de ce type. Ça permet, par une injection de sulfate d'alumine, qui est un coagulant, de faire décanter l'eau dans un réservoir de ce type. Il y en a un deuxième ici à côté, on ne le voit pas sur la photo, et on travaille ce qu'on appelle par bâcher. Ça fait 10 mètres cubes, et ça veut dire que pendant qu'il y en a un qui est en train de se décanter, l'autre était déjà décanté, on prend l'eau qui est brute, mais qui est déjà beaucoup plus claire, et c'est cette eau qui va passer dans le filtre à sable pour éviter, si on avait pris directement, de colmater complètement le filtre très rapidement. Vous la prenez où? Alors, on s'adapte, et ça fait partie, mais merci de me poser la question, sinon j'allais oublier. En fait, c'est une des parties les plus importantes. C'est que ce qu'on essaie de mettre en place maintenant, c'est une équipe d'éclaireurs, dont je fais souvent partie, qui va partir en avant-première, avant même que l'unité de traitement arrive, et qui va aller repérer les lieux pour être le plus efficace possible. C'est-à-dire que lorsque les unités vont arriver par l'avion, elles sont sur le tarmac de l'aéroport, on sait déjà immédiatement où est-ce qu'on doit les envoyer. Et pour ça, ce sont des rivières, ce sont des pluies, dont je vous ai parlé avant, que peut-être au préalable on a un petit peu nettoyé ou pas, donc des cours d'eau, ou, dans certains cas un peu plus extrêmes, on fait carrément des forages. C'est-à-dire qu'on va prendre et contracter, je reviens sur mon dada, qui est de dire, faisons travailler les économies locales. Dans un pays, aujourd'hui en Afrique, tous les pays ont des compagnies de forage d'eau. Hein, bon, sauf si par malheur, le cataclysme s'est passé à l'endroit où il y en avait quelques-unes et qu'elles sont toutes détruites, mais même avec ça, en allant les chercher à 100 ou à 200 km, on va en trouver. Et dans ce cas-là, cette mission exploratoire va permettre d'analyser les capacités du pays, quels sont les moyens qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a encore dans les magasins, s'il y a des magasins encore en état, qu'est-ce qu'on va trouver qui sera inutile d'amener depuis l'Europe ou depuis le monde occidental, qu'il soit américain ou autre. Et donc, on va relever les qualités des rivières environnantes de l'endroit de la catastrophe ou du conflit, parce que là pour le moment on parle de catastrophe, mais on verra que malheureusement de plus en plus j'interviens dans des pays, non pas parce qu'il y a eu un tremblement de terre, mais parce qu'il y a des conflits avec Daesh, avec l'exemple dernier je vais vous citer, ça va être l'Ukraine aussi. D'accord? Donc on arrive, on analyse, on fait des analyses aussi parce que toutes les eaux ne sont pas traitables. Il y en a certaines qui ont des polluants, des polluants, disons, chimiques. Alors, lorsqu'il s'agit de donner de l'eau pour une période très courte, il y a certains paramètres physico-chimiques qui peuvent être acceptables. Si on doit prendre de l'eau pendant 15 jours, qu'il y a un peu de métaux lourds, c'est pas forcément gênant. C'est un phénomène accumulatif. Il faudrait 1 an ou 2 ans ou 3 ans en buvant 15 litres d'eau par jour pour qu'il y ait un effet. Par contre, ce qui est facile à traiter, c'est tout ce qui est bactériologique. Pourquoi? Parce qu'avec un système aussi simple que du chlore, de la javel, pour dire les choses autrement, eh bien, on arrive à tuer les bactéries, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout gênant. Avoir un endroit où il y a des bactéries à profusion, si on garantit une bonne désinfection après, ce n'est pas gênant. Par contre, si on est juste à la sortie d'une usine de construction de batteries, par exemple, et qu'il y a un cours d'eau juste à côté, là, c'est sûr, dans ce cas-là, on ne va pas aller chercher cette eau-là. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question.
Alors donc, je reviens sur la distribution maintenant. Dans le cas qui nous occupe ici, c'est l'école de l'abeille à Léogane, à côté de Port-au-Prince, en Haïti. Donc ici, derrière les grilles de l'école, c'est l'endroit où on a installé tout le système de traitement. On a fait passer un tuyau par-dessus le mur, et à l'extérieur, on a plusieurs rampes de ce type-là, et donc la population vient chercher de l'eau et la ramener. Bon, sachez que dans cette situation-là, ce que l'on fait toujours, on surchlore davantage l'eau de manière à ce qu'on pourrait appeler de manière à la vacciner, c'est-à-dire qu'il y a un rémanent de chlore pour que ce chlore puisse désinfecter les contenants que nous on ne maîtrise pas du tout. Vous voyez très bien que ce bidon qui a contenu je ne sais pas trop quoi avant, bien, nous ce que l'on veut s'assurer, c'est que, ou tout au moins donner une chance, c'est que même dans ce bidon, comme l'eau est bien chlorée, eh bien, il pourra désinfecter les parois et faire en sorte que l'eau ramenée par cette petite fille dans sa maison eh bien, soit saine suffisamment, tout au moins bien mieux que ce qu'ils auraient pu avoir comme eau en la cherchant directement dans une rivière. Alors, ça c'est le premier mode de distribution, c'est la distribution qui se fait directement à l'endroit de production où on a installé l'unité de traitement d'eau. La deuxième, alors, excusez, Michel n'est pas là, je peux donc parler un peu en anglais, c'est water trucking. C'est donc la distribution par camion. Hein? Donc, dans ce cas-là, lorsqu'on a une ressource importante ou fiable, on peut peut-être installer 1, 2, voire 3 unités de traitement, et à ce moment-là, on fait le phénomène inverse. C'est-à-dire qu'on a un endroit dégagé qui nous donne une eau de départ qui est facile à traiter, qui nous permet d'en traiter une quantité plus importante sans la coagulation, etc., dont je parlais avant. Qu'est-ce qu'on fait? On va la produire massivement. Et sachez que, je ne l'ai pas dit avant, mais je le précise maintenant, que nos unités de traitement permettent de fournir 5 mètres cubes, c'est-à-dire 5000 litres chaque heure. Si on reprend ce que je vous ai dit au début, comme mon objectif c'est de donner 10 litres par jour et par personne, et sachant que nos unités, avec tous les aléas que ça peut entraîner, on les fait fonctionner grosso modo une dizaine d'heures par jour, ben, vous aurez fait le calcul rapide de comprendre qu'avec une unité, on peut alimenter par jour 5000 personnes. Ce qui peut monter à 8000 si on les faisait fonctionner 14, 15 ou 16 heures, ce qui nous arrive dans certains cas. D'accord ? Donc, ces unités, une fois qu'elles produisent de l'eau, eh bien, il faut la transporter. Alors donc, on fait le phénomène inverse, c'est qu'on ne demande pas à la population de se déplacer. Les gens, soit de manière naturelle, soit imposés par les autorités, vont se regrouper dans des camps alors, de déplacés, on ne va pas appeler ça réfugiés parce qu'ils sont dans leur propre pays, mais des personnes qui ont perdu leur habitat, ils vont se remettre dans un terrain de foot, par exemple, parce qu'ils ont, après avoir vécu le tremblement de terre, les personnes sont terrorisées de se rapprocher d'une quelconque construction, parce qu'ils ont raison. Pendant le temps qu'on y était, moi j'y suis arrivé 5 jours après, il y avait des répliques très terribles, il y avait des répliques encore terribles. Donc les gens se mettaient dans un terrain de foot, par exemple, mettaient un camp de tentes, et ben, nous ce qu'on faisait, c'est que c'est nous qui apportions de l'eau avec ces camions. Et donc, dans un pays complètement dévasté, déjà qu'au départ, des camions-citernes qui ne sont pas d'essence, il n'y en avait pas beaucoup, eh bien, il y a une manière très simple, et ça c'est une chose qui est très connue pour nous tous, les personnes comme moi, logisticiens, sanitariens ou spécialistes de l'eau, mais ce que l'on fait, c'est que l'on utilise ce type de bâches, qui sont des petits réservoirs, hein, ça c'est un endroit qu'on est en train de placer un peu haut par rapport à un camp de personnes qui s'est monté, et tout simplement, les mêmes types de bâches, on les met dans un camion. Ce genre de camion, on en trouve partout. Donc, je répète ce que je disais pour l'Indonésie. On va au marché, là où il y a tous les colporteurs et compagnie, et on discute avec des propriétaires de camions, et on les paye à la journée X dollars. Dans ce cas-là, on a une banane autour de la taille avec 5, 10, 15 000 dollars, s'il faut sur nous, et dans ce cas-là, on ne discute pas. Quoi. On essaie de parer au plus pressé. Et donc, ces personnes-là, au bout d'un moment après, on fait un contrat quand même, hein, ça c'est pour les premiers jours, et avec des camions, même aussi délabrés que celui que vous voyez, on arrive à faire des tournées, et donc sur un point de production, on arrivera à alimenter une dizaine de points répartis avec des bâches comme celles que vous voyez ici, d'accord, qu'on va remplir avec le camion va tourner et va permettre dans tous les endroits de rassemblement de population comme ça, leur donner de l'eau qui, tout au moins, ne sera pas vecteur de maladie. Et vous savez très certainement que malheureusement, en Haïti, peu de temps après l'intervention
de toutes les organisations internationales, le choléra s'est déclenché. On a découvert après coup que ça avait été amené par des casques bleus de l'ONU népalais qui étaient venus avec, et ça a fait des ravages importants, mais ça n'empêche que ce qui a permis de s'en sortir, ça a été qu'après on a repris le contrôle de l'alimentation en eau de tous les camps, et grâce à ça, avec de l'eau saine et chlorée, on a réussi à résorber la question. Donc là, vous voyez, c'est une vue, donc là, en hauteur, le même principe, le réservoir, et en bas, un endroit où les populations, dans leur environnement immédiat, viennent chercher de l'eau sur les rampes de distribution que vous voyez ici. Et ce qui est vraiment absolument incroyable, c'est que dans ces cas-là, le sourire permanent et éternel chez les enfants ou souvent les adultes aussi. Alors là, maintenant, je vais vous expliquer un peu une de mes journées, si vous voulez, lorsque on arrive et que l'on est en contact de la population. Comment ça se passe? Ça se passe qu'on fait un tour de ces rassemblements de population, et, comme je vous l'ai dit, nous, notre mantra, c'est de dire aidez-vous vous-même et on pourra vous aider. Pour ça, ce qu'on est en train d'expliquer aux populations, c'est qu'il faut, qu'on est dans un endroit extrêmement plat, il faut surélever la terre, et il y a un engagement. Si vous, d'ici ce soir, vous avez été en capacité, c'est sensiblement la forme de la table ici, de me surélever un endroit pour pouvoir poser un réservoir dessus à peu près de la hauteur de la table et de la surface de la table, moi je m'engage à venir avec un réservoir, et demain matin à la première heure, vous aurez 10 000 litres d'eau pour toute la population. Donc ça, c'est à, je sais pas moi, 8 heures du matin. Ça, c'est quand on repasse, et quelques heures plus tard, la population s'est déjà mobilisée. Regardez-les, ils ont trouvé dans les débris, ça, ils n'ont pas eu de mal, avec le tremblement de terre, des briques cassées, ils en ont trouvé plein. Ils ont ramassé de la terre, ça c'est quelques heures plus tard. Ça c'est, moi, je tiens mon engagement, si vous y arrivez, moi je vais y arriver aussi. Donc on installe ça, et ce qui est le plus incroyable, encore une fois, la vie renaît. Et comme les petites marchandes sont très malines, elles savent très bien que toutes les populations, quel est le point focal où elles vont toutes se retrouver? C'est le point d'eau, c'est là où tout le monde est amené d'une manière ou d'une autre à venir chercher de l'eau. Et ça, c'est le soir du premier jour où on a livré de l'eau, il y avait déjà ça. Et je voudrais qu'à la semaine, je n'ai pas pris la photo, mais une semaine après, il y avait tout un tas d'écoles, c'est devenu un nouveau marché. C'est-à-dire que bon, ben voilà, l'eau a, par définition, fait renaître la vie, quoi. Pardon? C'est le réflexe, on parle le monde. Ouais. Donc, jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé d'eau potable, mais il y a le deuxième volet qui est au moins aussi important, c'est l'assainissement, autrement dit les latrines. Alors, ce que l'on a fait, c'est que on avait donc sur place, par chance, un stock important avec Action contre la faim. On avait un stock important de ce qu'on appelle en anglais des slabs, je ne sais pas comment on pourrait dire en français, ce sont ces supports de latrine là. Et donc, l'idée m'est venue de demander, bon, on a embauché dans ce cas-là, on embauche de manière très importante toutes les personnes que l'on peut trouver, parce que déjà, ça donne des petits salaires pour qu'eux-mêmes puissent faire vivre leur famille, et ça devient des gens extrêmement fiables qui peuvent nous aider, et qui resteront s'il faut après nous. Donc, on a embauché des menuisiers qui ont clouté sur des bastins, sur des chevrons, par quantité de 3, ces dalles de latrine. Quel était l'objectif? Donc déjà, après ça, on les a transportés. J'ai fait la même chose que j'avais faite avant, je vous l'ai indiqué par rapport à l'eau. Je suis arrivé et j'ai dit aux populations rassemblées, si vous creusez une fosse d'une longueur de temps, alors ça, pourtant le temps, les centimètres et tout, c'est pas la peine, je coupe un bout de bois à la largeur, je coupe un bout de bois à la longueur, je dis voilà, vous me creusez tant de profondeur, sur telle longueur, sur telle largeur, si c'est creusé ce soir, moi je vous installe des latrines. Donc là, vous voyez que la population a déjà bien fait son trou, on va venir, et en fonction de la quantité de population qu'il y a, eh bien, on va faire un multiple de 3 latrines. D'accord? C'est-à-dire que si c'est un tout petit camp, il y en aura 3. Si c'est un camp un peu plus important, on mettra 2 ensembles de 3, et ainsi de suite, en quantité. Et ça permet quoi? Ce système-là, c'est ce qu'on appelle un système de latrine sèche. C'est des latrines d'extrême urgence. Il n'y a pas de système compliqué, il n'y a pas de cheminée d'équilibre, rien, c'est vraiment le plus simple. C'est-à-dire que c'est une fosse qui va se remplir d'excréta, et tout simplement, lorsque la fosse est pleine, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez qu'ici, la terre est restée sur le côté, eh bien, on va
renvoyer toute la terre à l'intérieur, et entre-temps, ils auront creusé une autre petite fosse à côté, et on ne va faire que transférer le bloc latrine de l'endroit à l'autre. Mais rassurez-vous, les latrines, hein, bon, là, on voit déjà une latrine posée, mais quand même, elles sont un petit peu protégées de manière à ce que... Et ça se démontre très rapidement pour également pouvoir le déplacer et le mettre sur le côté. D'accord? J'ai été clair jusque-là? Pas de questions ou de compléments? Donc là maintenant, je vais vous parler un peu, ce qu'on pourrait dire plutôt de post-urgence. Alors la notion de post-urgence, il y a l'urgence, c'est un tremblement de terre, tout est détruit, il faut amener de l'eau et des latrines pour, disons, venir en aide aux populations. Malheureusement, il y a des problèmes qui s'enquistent et qui font que ça dure. Alors je vais me permettre de vous poser une question, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent se jeter un peu à l'eau. Quel est, à votre avis, et ça c'est une statistique officielle de l'ONU, ou de l'OMI, ou du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés, quel est le temps de séjour moyen à l'heure actuelle dans un camp de réfugiés? Une semaine, 15 jours, etc. etc. Qui c'est qui m'annonce un chiffre? Un an et demi. Mmh. Comment? Ah oui. Ah ouais. Bon. Non, vous êtes loin du compte. Alors en fait, je vais directement enlever le suspense. La moyenne au niveau mondial, je dis bien, c'est 17 ans. Ça, c'est une chose que l'on... Par exemple, les camps les plus anciens qui sont les camps en Palestine, 45 ans. Des personnes qui sont dans des camps de réfugiés sans pratiquement aucun espoir, puisque souvent le travail est interdit. Hein, donc voilà. Donc, je vais vous citer maintenant mon expérience sur Cox's Bazar au Bangladesh. Alors, bon, sans rentrer dans des considérations, surtout pas ni politiques ni rien, mais juste un fait. Avez-vous entendu parler du problème des Rohingyas? Les Rohingyas, c'est la minorité musulmane de la Birmanie. Birmanie, pays d'Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, qui, malheureusement, n'a trop rien fait pour eux. Ces personnes-là ont été massivement massacrées, ont été poussées à quitter leur pays. Il faut savoir que le pays mitoyen, c'est le Bangladesh, un pays des plus pauvres du monde, qui s'est retrouvé du jour au lendemain, ça se comptait, on estime à peu près à 2 millions au final, les gens qui ont traversé, qui sont allés au Bangladesh. Le Bangladesh perçoit de la communauté internationale des fonds, et comme ça s'est fait en Turquie il n'y a pas longtemps, et en Grèce, pas très loin de chez nous, d'accord, et reçoivent de l'argent pour arriver, disons, à accueillir ces personnes-là. Et à Cox's Bazar, le camp de réfugiés pour lequel j'ai travaillé, où je suis intervenu, ce sont des camps de toile avec des rues structurées et compagnie. Imaginez, 600 000 personnes vivent dans un endroit comme ça qui est constitué un peu depuis un bidonville, mais un bidonville organisé, c'est-à-dire que c'est sous l'égide des Nations Unies et tout ce qu'on veut, mais ça n'empêche que c'est quand même malgré tout un camp de toile ou de plastique, etc., et où des personnes vont être, je ne dis pas enfermées, mais c'est pas loin, vont vivre, mais avec très peu de perspectives, puisque, je répète, dans ces cas-là, c'est un des principes, malheureusement, des Nations Unies, c'est que le travail est interdit. C'est-à-dire que les personnes qui sont là reçoivent un petit subside, mais ont interdiction de travailler. Donc, quand vous êtes là-dedans, qu'est-ce que vous avez comme perspective, qu'est-ce que vous avez comme envie pour vos enfants, vous ne le savez pas. Et je répète, c'est pas pour rester 3 mois, c'est que la moyenne de séjour au niveau mondial, c'est 17 ans. Dans la moyenne, y compris, par exemple, les bidonvilles qu'on a autour des grandes villes, par exemple, le Cap, c'est tout entouré de bidonvilles. Oui, alors là, attention, un bidonville, là, moi je parle pas... non, mais moi je parle... Là, attention, il faut différencier. Un bidonville, ce sont des gens qui vivent de manière indécente dans un pays donné, en périphérie d'une ville, et avec souvent les autorités qui ferment les yeux. Mais ce sont des gens de ce même pays et qui sont là et qui vivent, ils ont mis un toit sur leur tête avec des tôles qu'ils ont récupérées comme ils ont pu. Là, je ne suis pas en train de parler de ça, moi je suis en train de parler de camps de réfugiés officiellement gérés par les Nations Unies, avec une agence des Nations Unies qu'ils appellent le Haut Commissariat aux réfugiés, et donc avec des visites, avec des suivis et compagnie, et souvent avec une participation de l'État accueillant. Je répète, on le trouve en Turquie, on le trouve en Grèce, on le trouve dans beaucoup de pays, et donc
c'est quelque chose d'institutionnalisé, d'accord, et qui se veut par définition temporaire, sauf que le temporaire souvent il dure, d'accord, voilà. Donc ça c'était en 2019, hein, suite à la deuxième crise de migration des Rohingyas qui donc ont migré massivement. Alors sachez que la dernière en date trouvée par le gouvernement du Bangladesh, c'est qu'ils avaient une île, ils ont une île assez importante, sauf que on a estimé que dans une dizaine ou douzaine d'années, de par le réchauffement climatique, elle sera, disons, recouverte de 10 cm d'eau en moyenne. Eh bien, ils ont déplacé sur place 150 000 personnes dans cette île, encore une fois, sans aucun espoir de travail, sans aucun espoir de quoi que ce soit, dans des systèmes un peu préfabriqués qui ont été construits. Et donc, bon, même s'il y a eu un tollé au niveau mondial, et en particulier des organisations internationales, mais ça s'est fait. Aujourd'hui, il y a une île, au Bangladesh, qui reçoit 150 000 personnes, alors qu'on sait que dans très peu de temps, eh bien, ces personnes-là ne pourront pas rester. Déjà, leur situation est difficile aujourd'hui, mais demain, ce sera impossible puisque l'eau va recouvrir l'île. Alors, dans les environs même de ce camp de réfugiés, voilà l'eau auquel avaient accès les populations. Et ils continuent à avoir accès parce que, comme il y a souvent sur une ville, on va dire, de 600 000 habitants, des difficultés d'arriver à approvisionner tout le monde en même temps, et souvent les personnes aussi n'ont pas cette culture de savoir que l'eau, comme vous voyez dans cette espèce de trou-là, peut être malsaine pour leur santé. Et dans ce cas-là, très souvent, ils la consomment parce qu'ils ne veulent pas faire la queue dans des endroits où nous délivrons de l'eau qui va être filtrée et traitée. Alors bon, vous allez me dire que vous ne voyez pas trop la différence. En réalité, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a mis un petit radeau avec un tuyau et une crépine qui est dans l'eau, mais qui est à une profondeur assez loin du fond pour ne pas aspirer la vase, et assez loin de la surface pour ne pas aspirer un peu tous les flottants qui pourraient être pas bons, et donc qui est amenée ici dans des citernes dans lesquelles elle est décantée, avec de la pierre d'Alain, je ne sais pas si ça vous parle, pour les hommes quand il y a très longtemps on se rasait, quand on se rasait, il y avait la petite pierre, vous voyez, la petite pierre blanche là, qui était astringente, et c'est ça qui permet de faire décanter l'eau, et dans ce cas-là, on l'a distribuée par la suite. Alors là, dans les camps, vous voyez un peu ça, c'est une infime petite partie du camp qui est immense, puisque on a été obligé d'instaurer des tournois. Je m'associe un peu, mais en réalité, c'est les Nations Unies qui gèrent tout ça. Donc vous voyez que dès très tôt le matin, les femmes viennent mettre tous leurs récipients, et à un moment donné, les bornes fontaines, comme vous les voyez ici, sont ouvertes avec du personnel et l'eau est distribuée. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un souci. J'ai fait un saut dans le... Voilà les bornes fontaines dont je vous parle, avec de l'eau qui est de l'eau chlorée et de l'eau qui est saine. Donc là maintenant on va changer encore un peu d'endroit et on va aller au Mozambique. Alors ça c'est une mission que j'ai faite en 2021. Alors encore une fois je pense que vous êtes des gens qui s'intéressent à l'actualité y compris du monde, et vous avez dû entendre parler qu'au Mozambique, donc en 2021, dans le nord du Mozambique, une province qui s'appelle Cabo Delgado. Peut-être que Cabo Delgado, ça ne vous dit rien, mais par contre, ce qui va certainement vous dire, c'est que la Total, avec d'autres, disons, consortiums américains et autres, a installé des unités d'exploitation de pétrole et de gaz absolument gigantesques, puisque ça se compte en milliards de dollars. Et là, Daesh, donc l'État islamique, a envahi cette province et a donc pris pour cible ces installations pétrolières, mais aussi tous les villages environnants. Tout ça, ça a généré un exode de personnes qui ont fui vers le sud, et on estime entre 600 et 800 000 personnes, au début c'était 600, maintenant on peut dire que c'est déjà 800 000 personnes qui ont migré vers le sud. Donc ça veut dire que ces personnes-là, qui se retrouvaient dans leur village, avec leurs puits habituels et autres, ont été obligées de partir, se sont déplacés et ont été accueillis, et je dois dire accueillis de manière tout à fait respectable, par d'autres populations qui, du jour au lendemain, ont vu les quantités de personnes, disons, qui utilisaient un puits. Ce sont souvent, comme vous le voyez ici, des puits à l'intérieur d'une concession, d'une parcelle, et en quelques jours, bien, l'utilisation a été multipliée par 10, et dans certains cas a été multipliée par 100.
Et ça, au bout d'un temps, bon, les personnes, au niveau des familles, lorsqu'il y avait des liens de parenté, ont accueilli leur famille, mais dans certains cas, il n'y avait même pas de lien de parenté, il y a eu un accueil incroyable. Et moi, j'ai vu, par exemple, disons, un terrain grand, à peu près comme un terrain de foot, appartenant à 2 familles, accueillir 100 familles supplémentaires en très peu de temps. Et ça, si bien l'élan du cœur fait que on le fait au début, mais au bout d'un certain temps, il y a un phénomène d'usure compréhensible et surtout de difficulté, puisque cette eau, au bout d'un moment, vient à manquer, et vient à manquer tant pour les personnes qui résidaient sur place que pour ceux qui sont venus de l'extérieur. Et donc nous, organisation internationale, on est intervenus pour essayer de compenser ce déficit qu'il y avait et faire en sorte qu'il n'y ait pas de friction entre les populations installées sur place et celles qui venaient de l'extérieur. Donc, mon rôle, et les personnes avec qui j'étais, ça a été d'essayer de faire une évaluation sur les besoins. Et alors déjà, je vais vous montrer la situation sanitaire de l'endroit. Là, ce sont des endroits où les enfants, on les voyait jouer. Vous voyez un peu les conditions juste environnantes. C'est du pluvial, mais il y a aussi pas mal de surnageants de latrines et autres qui sont là. La situation des puits, alors ça, c'est les puits des personnes accueillantes, d'accord? Donc les personnes accueillantes qui se sont retrouvées avec 10 ou 100 fois plus de personnes à utiliser ces mêmes puits. Et ce que vous voyez là sur cette photo, c'est qu'après une pluie, les enfants, leur rôle aux enfants, c'est d'arriver à récupérer dans les flaques l'eau. Alors, je ne vais pas vous dire que cette eau, c'est pour la boire, pas forcément. C'est peut-être pour les animaux, c'est peut-être pour l'irrigation, mais on en est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Mozambique, après chaque pluie, les enfants, ils prennent avec un petit bout de plastique, ils remplissent ce qui est un pot de peinture au départ pour récupérer de l'eau et pour s'en servir en complément de l'eau un peu plus saine qu'ils vont obtenir dans les puits. Alors, notre programme a consisté à construire ce genre de... là, c'est ce qu'on appelle une pompe à motricité humaine, PMH. Pourquoi? Parce qu'on agit, c'est la motricité humaine qui permet, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de solaire, il n'y a pas de quoi que ce soit, et on le fait comme ça. Bon alors, celle-ci, je vais vous dire la vérité, c'est pas une de celles que nous avons construites, parce que moi, pendant mon séjour là-bas, c'était une mission exploratoire et d'évaluation. Donc j'ai fait l'évaluation des besoins qu'il y avait sur place. J'ai pris contact avec les entreprises en capacité de réaliser les puits et compagnie, et ça a été fait après mon départ. Mais c'est juste pour vous situer le genre de puits sécurisé, parce que si on revient à celui qu'on voyait là, vous voyez que ce puits ici, il est ouvert complètement, donc toutes les saletés tombent dedans. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus sûr lorsque on a ça. C'est un puits qui est scellé, même s'il y a une petite trappe éventuellement pour y accéder. C'est scellé, ça évite que les eaux de ruissellement ne retombent à l'intérieur. Eau de ruissellement avec des animaux qui souvent traînent autour d'un puits, des chèvres, des vaches et compagnie. On peut imaginer que la pollution qu'il pourrait y avoir dedans, avec ça, ce sont des puits hygiénisés, on va dire, qui permettront que l'eau, sans être traitée, parce que dans ce cas-là, on se retrouve dans des villages reculés pour lesquels ça servirait, entre guillemets, trop à rien de leur donner du chlore, parce que vous leur donnez du chlore, vous allez leur approvisionner pour 15 jours de chlore, mais une fois que vous êtes parti, où est-ce qu'ils vont chercher le chlore? Maputo, c'est qu'à 2400 km, dans le même Mozambique, c'est à 2400 km de l'endroit où j'étais. Donc vous voyez bien que, donc dans ce cas-là, l'eau, quand elle est dans le sous-sol, elle est, on va dire, grosso modo acceptable. Je ne vais pas dire qu'elle est parfaite, mais ça n'empêche que depuis des générations, c'est l'eau qui consomme, et nous, ce qu'on prétend, c'est garantir un peu la qualité de cette eau en couvrant par rapport à la surface. Et donc, ça, ce sont des types de forages qui sont agréés et recommandés par l'OMS, et donc c'est cela que nous, on demande à des entreprises, et là on fait un travail comme on le ferait en France, c'est-à-dire qu'on fait un appel d'offres, un marché, avec des entreprises locales et un programme de construction de centres, circuits, etc., pour faire en sorte que la population qui fuit Daesh se retrouve dans des endroits où il y aura de l'eau et qu'il n'y aura pas de conflit entre elles et les personnes qui les accueillent. Donc là, c'est un mode de distribution aussi. Vous voyez, là, les femmes font la queue. Une petite fille à la réception, on peut leur donner. Donc ça, c'est la photo de l'introduction. Et là, ça illustre ce que je vous disais. Moi, j'ai fait la tournée de toutes les entreprises en capacité de forer. Je reste avec eux, on a fait certains des forages. En 2 jours, 3 jours maximum, on arrive à creuser un puits, à forer un puits à 50 ou 70 mètres de profondeur,
hein, ils se débrouillent très bien, ils ont des systèmes de débrouille qui sont vraiment incroyables, et donc voilà, il suffit après de faire un marché, de les faire travailler, et on va avoir des bons résultats, aussi bien que si on le faisait avec des experts qui venaient de l'étranger. Ils ont les moyens quand même. Il y a quand même un peu de moyens. Attendez, tous les pays dont je vous parle, et même le Mozambique, il a des réserves, je citais l'exemple de Total, ils ont des réserves de pétrole et de gaz gigantesques. Alors donc, même si tout ça, vous le comprenez, ça s'évapore très souvent, il y en a quand même un peu qui reste quelque part. Et donc ça veut dire que des entreprises locales qui se sont montées, parce que ces entreprises, elles ne travaillent pas pour nous, hein, elles travaillent pour la population. C'est-à-dire que les personnes qui ont une maison d'un certain niveau, ou alors une école, etc., bon, mais on va creuser, on va forer, pardon, à nouveau un forage de ce type-là, mais par des compagnies locales de 10 ouvriers et autres qui ont tout à fait la compétence pour réaliser ce genre de choses. Ça, c'était dans le domaine de l'eau, et encore une fois, on va revenir au domaine des latrines. Alors ça, c'est une entreprise qui réalise les couvercles des latrines aussi, hein, comme je vous ai montré un peu avant. Donc ça permet de faire juste le trou et d'avoir ça au-dessus, et donc de pouvoir faire des programmes de réalisation de latrines. Maintenant, on va encore changer de pays et de continent. Là, on va aller au Kurdistan irakien. Je suis allé en 2019 en Irak, bon, la partie à la limite de la Syrie. Hein. C'était en plein conflit lorsqu'il y avait Bachar el-Assad un peu qui vers Alep par là, si vous voulez, un petit peu. Et donc, l'eau, il y a deux façons. Soit vous en produisez plus, soit vous économisez, vous essayez de limiter les fuites. Alors, sachez que comme je vous disais, j'avais une double vie au début, là. Dans ma première vie, celle avec le Lyonnaise des eaux Suez, je suis spécialiste de tout ce qui est économie d'eau et recherche de fuite, en ayant mis au point certains des systèmes. Et donc, la mission a consisté à aller sur une ville du Kurdistan irakien qui s'appelle Dohuk, et dans laquelle il y avait ce qu'on appelle nous, dans le terme de métier, des gisements de fuite. Il y avait des milliers de fuites un peu partout. Et les gens arrivaient finalement à se décourager de chercher ces fuites, ou tout au moins de les réparer, pour une raison. Bon, alors, déjà, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. On a importé, avec l'Action contre la faim, ce genre d'appareillages qui sont des aquaphones qui permettent, en sondant le sol, d'écouter le bruit de fuite. Mais ça, c'est un appareil que nous, en France, on jugerait hyper rudimentaire. C'est vraiment le basique de basique. Il existe des systèmes plus complexes qu'on appelle par corrélation, qui coûtent d'ailleurs 10 fois le prix. Un corrélateur, vous achetez 10 de ces appareils-là, mais qui, quand j'ai fait l'évaluation sur place, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop sophistiqué pour le niveau de recherche de fuite qu'ils avaient. Ils avaient une telle quantité de fuite à chercher que ce n'était pas la peine de faire un truc très sophistiqué, il suffisait de se pencher pour trouver des fuites. Donc, on a importé ce matériel. Bon, le projet a duré plus d'une année. Avant d'aller en Irak, j'ai fait un appel d'offres en France pour trouver la société qui avait le matériel le plus adapté au contexte de là-bas. J'étais en relation avec des personnes de Compagnie des eaux du Kurdistan irakien. Quand on est allé là-bas sur place, on avait demandé que des techniciens de chez eux soient choisis, parce qu'on n'y restait qu'un peu plus d'une semaine. Donc tous ces techniciens, il y en a 4, mais au total on en a formé 12. Vous voyez que sur la gauche, c'est Olivier, le collègue qui est parti avec moi, qui le reste du temps est à Lyonnaise des eaux, mais qui est un spécialiste de recherche de fuite. Et il a donc transmis son savoir-faire avec ces appareillages-là aux techniciens locaux, en n'oubliant surtout pas les femmes, d'accord? Je ne sais pas si c'est le moment ou pas, mais puisqu'il y a une femme, je vais le faire, sinon je vais oublier d'ici la présentation. Sachez que dans les 20 dernières années, à peu près, toutes les organisations internationales, on a dû se rendre à l'évidence que si on voulait que nos projets aient un certain succès et surtout une pérennité dans le temps, eh bien, on avait commis pendant trop longtemps, on va dire des dizaines et des dizaines d'années, le temps de la colonisation aussi, on avait commis l'erreur de s'appuyer sur les autorités locales, représentées, vous le comprenez, majoritairement par des hommes, c'est-à-dire des autorités, le chef de village, un grand boubou, comme vous l'imaginez, qui rendait la justice sous le baobab, sauf que quand il s'agit de gérer un point d'eau, quand il s'agit de donner de l'eau sûre à des enfants, c'est pas forcément la personne qui va être le meilleur garant pour que ça marche. Moi j'ai des exemples quand je vivais en Afrique et que je travaillais, d'endroits où on avait creusé des puits, on avait mis en place un système de gestion d'eau qui était géré non pas directement par le chef de village, mais par un de ses sbires, et vous pouvez être sûr que même si l'eau était payée même quelques centimes, en prévision de lorsque la pompe tomberait en panne, qu'il y aurait le petit joint à 5,40 € à changer,
mais vous pouvez être sûr que ce jour-là, la caisse du point d'eau, et puis quand vous ouvriez le couvercle, il n'y avait rien dedans parce que les hommes y avaient bu en bière de mille ou en autre chose. Cette même caisse, vous la confiez à l'association des femmes du village. C'est pas facile, hein, parce que discuter et lutter contre le chef du village et son autorité, qui quand vous dites ça, il dit puisque c'est ça, partez de mon village, je ne veux pas que vous creusiez le puits, il faut négocier. Mais lorsque vous y arrivez, ça veut dire donc que cette association de femmes, quand elle sait que cette eau va permettre à leurs enfants de ne pas avoir de diarrhée et par voie de conséquence de ne pas se déshydrater et très certainement ne pas mourir, ni plus ni moins, sachez qu'à ce moment-là, les femmes, il n'y a pas un centime de la caisse qui va avoir disparu. Et quand 6 mois plus tard, il faut changer le petit joint de la pompe, comme par hasard, avec les femmes il y a de l'argent et avec les hommes il n'y en avait jamais. Voilà. Bon, bref, excusez-moi messieurs, c'est une parenthèse que je voulais faire parce que c'est important de le dire. Et donc, beaucoup d'organisations et d'instances internationales se sont rendues compte, et ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de langage inclusif et de tout ce que vous voulez, mais ça n'empêche que l'inclusion des femmes dans les projets, c'est fondamental pour qu'il y ait un certain niveau de succès. Donc, je repasse de l'Afrique, je reviens en Irak, et donc voilà. Donc, dans les compagnies des eaux... Non, il n'y a pas de au contraire, exprimez-vous, moi ça me fait plaisir que vous réagissiez. Donc voilà, donc, on a donc formé des femmes qui faisaient partie de la compagnie des eaux, parce que ne serait-ce que pour des choses aussi idiotes que dans certains endroits, il n'y a que les femmes qui peuvent rentrer. Donc mais dans ce cas-là, si les femmes sont formées, elles peuvent aller voir un branchement qui se trouve dans un endroit qui n'est accessible qu'aux femmes, et pourquoi pas. Et le petit clin d'œil aussi, c'est qu'on a essayé même dans la rue d'y associer des écoliers et des enfants un petit peu pour qu'ils aussi soient conscients que c'était utile pour plus tard. Alors là, je vous explique maintenant, c'est un peu plus technique, mais je pense que c'est compréhensible, le pourquoi on est arrivé par des moyens très simples à faire réparer. Alors, parce que le projet, je l'ai suivi après pendant 2 ans, sachez qu'au total, il y avait 1500 fuites dans un périmètre relativement restreint d'une ville un peu importante, mais quand même. Pourquoi? Parce que ce que j'ai représenté ici en gris, c'est la partie, la surface ici. Vous voyez que c'est du béton. Lorsque vous vous retrouvez dans une rue en pente et que vous avez une fuite ici, d'accord? La fuite, le tuyau, il est cassé ici. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coule comme ça. Mais comme il y a le nougat qui est au-dessus, le béton, elle ne peut pas sortir. Elle finit par sortir, souvent dans un point bas, un endroit où il y a une craquelure, où il y a la surface qui est cassée. Et donc ça veut dire que si vous ne faites pas attention, vous imaginez que la canalisation, elle est cassée ici. Qu'est-ce que vous faites? Surtout qu'au Kurdistan irakien, les réparations, les tractopelles et les mini-pelles, ça n'existait pas trop, tout se fait à la main. Mais quand la personne déjà, à la pique et à la baramine, il a cassé 20 ou 30 cm d'épaisseur de béton, qu'il est arrivé à la canalisation et que la fuite, elle n'était pas là, et que son chef lui dit tu refais 1 mètre plus haut, tu refais 1 mètre, tu refais 1 mètre, vous comprenez bien que déjà un effort de ce que ça représente, et même lorsqu'il y avait des possibilités de faire appel à du terrassement mécanisé, c'était trop difficile. Alors que là, avec les petits appareils que je vous ai montrés avant, et avec un peu d'écoute et avec un peu d'expérience, la personne que vous avez vue marcher le long de la rue et faire ça, eh bien elle va arriver ici, et ici, elle va entendre un bruit très précis qui dit « la fuite, elle est là ». Et ça veut dire donc, dans ce cas-là, il va mettre une grosse croix rouge avec une bombe, et ça veut dire que là, ça a été pour eux la révolution. Je reçois encore des mails par rapport à ça, c'est-à-dire que maintenant, avec cet appareil très simple, un appareil qui ne coûte pas forcément très cher, eh bien, toutes les brigades de la compagnie des eaux locales est équipées de ces appareils-là. Ils en ont racheté d'autres par la suite. Et donc ça veut dire que là maintenant, il y a une dizaine de personnes qui se promènent tous les jours en faisant ça. Et donc, ils sont en train de taper dans ces 1500 fuites en essayant de les réduire. Et ça veut dire que toute fuite réparée, c'est de la fuite, c'est de l'eau potentiellement qui s'en va dans un autre quartier et qui sera consommée par la population plutôt que d'être perdue et s'en aller couler dans le caniveau. Alors, je vais terminer maintenant, j'espère que je n'ai pas été trop long, je n'ai pas pris trop de temps. Je vais terminer par l'Ukraine, où j'étais donc au mois d'avril. Pardon? Pour détecter les fuites, comment on fait? Tu dis qu'il y a des trucs beaucoup plus sophistiqués. Alors je peux... Ça, on l'a, mais c'est... Alors, ce système-là, en France, il ne sert qu'à confirmer une fuite. Alors, je vais...
excusez-moi, je vais rentrer dans des détails un peu techniques, mais c'est facile à comprendre. Non, le principe de corrélation, qui est un appareillage beaucoup plus complexe, c'est qu'on met un capteur planté ici, capteur A, on met un capteur planté ici, capteur B, et par ce qu'on appelle par corrélation, le capteur qui est ici, il entend une fuite, et il dit, cette fuite, elle se trouve à 15 mètres sur la canalisation. Le capteur qui est là, il dit, cette fuite, elle est à 2,50 mètres. Et par itération, petit à petit, on arrive à affiner et à trouver qu'entre le point A ici et le point B, eh bien, la fuite, le point C, il se trouve à 10 mètres 52. Alors qu'au début, voilà. Et ce système-là permet effectivement d'arriver à dire qu'elle est là. Mais comme c'est un procédé mathématique acoustique, eh bien, il faut au final venir avec la cloche que je vous ai montrée en photo pour s'assurer que le 10 mètres 52, ben, le corrélateur ne s'est pas un peu roué. Et ça demande donc d'avoir une étape préalable, mais ça on le fait dans nos compagnies des eaux où vous avez, sur un village comme ici, vous avez 15 ou 20 fuites, d'accord? On n'est pas en train de parler d'un endroit comme celui que j'ai visité, il y en avait 1500 ou 2000, d'accord? Voilà. Et donc, pour revenir à dire, c'est que là, avec du moyen rudimentaire, on arrive à avoir un niveau de fuite trouvée et réparée qui est non négligeable. Donc là, je terminerai maintenant mes expériences avec celles de cette année-ci. Alors là c'est une situation un peu différente. Il s'agit d'un conflit, comme vous l'avez compris, et avec des villes bombardées pour lesquelles les systèmes d'alimentation en eau potable, et je ne parle même pas de l'assainissement, est complètement dévasté. Notre rôle à nous, de par l'exposition et le risque qui est représenté, il n'était pas question, vous avez bien compris, d'aller à Mariupol ou ailleurs. Donc, moi, la mission que j'ai faite, c'était aussi une mission exploratoire. Elle a consisté à... Dans un premier temps, les compagnies des eaux se sont retrouvées pratiquement à sec par rapport au chlore gazeux, la plupart du temps, qui permet de désinfecter l'eau, mais dans des villes importantes, des villes de 50, 100 000, 200 000 habitants. Pourquoi? Parce qu'à Dnipro, qui est à la limite du Donbass, ça a été une des premières villes qui a été bombardée par les Russes et qui a été détruite. Sauf que, malheureusement, les Ukrainiens avaient mis tous les œufs dans le même panier, et tout le chlore qui permettait de désinfecter l'eau de pratiquement tout le territoire provenait de là. Et donc, un des éléments qu'on a fait, moi pas seul, beaucoup d'autres ONG l'ont fait aussi, c'est qu'on a essayé de faire jouer un peu les contacts qu'on avait en France avec des producteurs de chlore pour donner ce contact-là aux compagnies des eaux qui s'appellent Vodocanal, pour qu'ils puissent... Alors ça, je parle y compris d'endroits où il n'y avait pas de conflit. C'est-à-dire que dans bien des villes, l'eau continuait à être distribuée, sauf que comme il n'y avait pas de chlore, eh bien, elle était distribuée sans chloration, avec les risques que ça pouvait entraîner. Et sachez qu'aujourd'hui, on est en train de parler de choléra en Europe, en Ukraine, dans un pays où jusqu'à présent, c'est une chose, c'était juste pour des pays du tiers-monde. Et aujourd'hui, on est en train de tomber dans le même niveau d'exposition que ça pourrait être en Afrique. Donc, ici, donc, on a fait en sorte de mettre en contact et d'établir, les ONG ont, dans certains cas aussi, acheté massivement du chlore et l'ont envoyé aux compagnies des villes qui, pour le moment, n'étaient pas ni assiégées ni en difficulté du point de vue, mais aussi, on a envoyé, on a fait une formation du personnel. Comme je vous l'ai indiqué au début, nos unités sont tellement simples qu'on peut, en très peu de temps, expliquer à les personnes comment elles fonctionnent. Étant donné qu'il s'agissait d'employés de compagnies des eaux, ça a été d'autant plus facile de les former et d'envoyer. Donc pour le moment, on a envoyé 5 unités de traitement. Malheureusement, la première qui a été installée, elle a été installée, alors le nom est imprononçable, Sriveronovich, la ville qui vient d'être reprise par les Russes. Donc on s'est retrouvé avec une unité qui avait été envoyée dans un endroit où 15 jours plus tard, les Russes ont, disons, pris le contrôle total de la ville. Il a fallu donc retirer cette unité. Et vous comprenez que dans ces cas-là, l'installation de ces unités-là, c'est pas nous, membres d'ONG extérieures, tout simplement parce que ce serait trop dangereux, et deuxièmement parce qu'on ne reçoit pas, y compris l'autorisation des autorités, qui ne nous laissent pas, nous, en tant que personnes, même de bonne volonté, aller dans des endroits aussi exposés. Donc, le principe de base, c'est dans des endroits un petit peu reculés, où pour le moment, il n'y a pas de frappe identifiée, c'est qu'on va former les personnes des Vodocanal. Une fois qu'ils sont formés, on leur fournit les unités qui sont les mêmes que vous avez vues dans les pays précédents, et on revient à des situations
très précaire, mais indispensable aussi, parce que sachez que, vous avez dû entendre, si vous suivez un peu les médias, hein, c'est que dans certaines des villes, les personnes, aujourd'hui, dans l'état de siège, hein, à Azovstal, hein, dans l'endroit de la Syrie et compagnie, en étaient à boire de l'eau dans les flaques d'eau qui allaient dans la rue suite à la pluie, aujourd'hui en Europe, d'accord? Donc, une unité de traitement telle que celle que je vous ai montrée, installée en périphérie de ville sur une rivière, peut donner de l'eau à 5000 voire plus de personnes, et ça c'est quand même un gros avantage. Le problème que nous avons rencontré, c'est que malheureusement, y compris si on sait que ces unités de traitement d'eau par définition ne sont destinées à aucun usage militaire, mais ça n'empêche qu'elles sont néanmoins ciblées, c'est-à-dire que dès qu'elles sont identifiées par satellite par les Russes, les endroits sont bombardés. Et donc aujourd'hui, notre grande difficulté, c'est que non seulement on ne peut pas envoyer beaucoup de ces unités-là, mais on essaie avec nos partenaires de trouver des endroits qui soient suffisamment abrités, c'est-à-dire en bord de rivière, dans un endroit caché par des arbres, etc. Et surtout, qu'après la distribution se fasse, comme je vous l'ai expliqué avant, par des camions qui vont aller distribuer l'eau aux populations, dans les écoles par exemple, pour éviter que les populations ne fassent la queue dans la rue. Parce que c'est triste à dire, mais on en est là aujourd'hui, c'est que lorsqu'il y a un rassemblement de population, le dernier exemple du supermarché, vous l'avez connu aussi, hein, ça devient une cible, et donc nous, ce qui a été proposé par les Vodocanal, c'est que cette eau va être portée dans des écoles, où il y a par exemple des préaux, avec des toits en béton, dans lesquels on ne verra pas la population rassemblée avec des bidons, et donc on installera les citernes que vous avez vues jaunes en plastique, là, dans des endroits qui, de vue aérienne, ne sont pas identifiables, et donc donc ça c'est une chose qui est en cours, je ne peux pas vous donner les résultats pour le moment, mais sachez que c'est en cours, et donc, et maintenant il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention.